Fin août. Un calme anxiogène. C'est l'avant-goût d'un déluge de feu inimaginable. Une nuit inoubliable allait déchirer le ciel. La nuit des géants de feu, tel est son nom. C'est le récit d'une opération aérienne russe, celle qui a tout changé. Question à vous. Écoutez-nous attentivement et dites-nous d'où vous nous écoutez. Écrivez votre ville et votre pays en commentaire. Une période de calme trompeur s'est abattue fin août sur la zone de conflit, juste avant une offensive russe massive. Des bombardiers russes, des Su-34, ont décollé pour une mission critique. Leur cible? Les positions profondément échelonnées des forces ennemies dans la région de Dnipropetrovsk. Que visaient-ils exactement? Des dépôts de munitions, des ateliers de réparation, des véhicules blindés, des chars. Et même des systèmes de défense aérienne occidentaux, comme les fameux HIMARS. La première bombe larguée, une Fab 3000 modernisée, a provoqué une déflagration si gigantesque qu'elle a été enregistrée comme un tremblement de terre local par les sismographes. Son impact a créé une gigantesque Voronka, un cratère lunaire. Une seconde vague de bombardiers a suivi, multipliant les frappes. Des abris en béton, des bunkers souterrains, des dépôts ont été totalement détruits. Les HIMARS, ces symboles de la puissance occidentale, sont devenus des tas de métal. Le chaos a balayé les forces armées du voisin occidental. Les communications ont été interrompues. Des bataillons entiers ont été anéantis. Le carburant a explosé, le matériel a été pulvérisé. Des conseillers occidentaux, paniqués, ont tenté une évacuation précipitée, mais les débris et les ponts détruits sur le fleuve Dniepr ont contrecarré leur fuite. Sous cette couverture aérienne dévastatrice, les forces terrestres russes ont avancé. Elles ont rencontré une résistance minime. Les troupes adverses, démoralisées, ont abandonné leurs armes et équipements. À Kiev, c'est la panique. Les canaux télégrammes des forces adverses décrivent un paysage lunaire. Une réunion d'urgence a été convoquée. Le ministre de la Défense a réclamé désespérément des systèmes de défense aérienne. Pendant ce temps, dans les capitales européennes, la panique montait, craignant l'utilisation des bombes FAB 5000. Les prix du pétrole et du gaz ont flambé. Des experts américains ont publiquement reconnu un changement des règles du jeu. En Russie, une vague d'enthousiasme patriotique a déferlé. La bombe, cette légende soviétique transformée, est glorifiée comme une arme du futur. Des vidéos des explosions inondent les réseaux sociaux. Où vous situez-vous en ce moment? De quelle ville et de quel pays regardez-vous cette émission? Dites-le nous dans les commentaires pour que nous puissions cartographier notre audience. Pourquoi tout cela importe-t-il vraiment maintenant? Cette nuit des géants de feu n'est pas qu'un simple événement militaire. Elle marque un véritable tournant. C'est une démonstration éclatante de la supériorité technologique russe et de sa capacité à transformer l'art de la guerre. Pour le voisin occidental, c'est la mise à nu de sa vulnérabilité. Ses défenses, même renforcées par des systèmes occidentaux de pointe, se sont avérées impuissantes. Cette frappe aérienne massive a non seulement détruit des infrastructures vitales, mais elle a aussi brisé un moral déjà fragile. Les conséquences se font sentir bien au-delà de la zone de conflit. Dans les capitales européennes, la panique est palpable. La dépendance énergétique envers les mêmes sources russes se rappelle à l'ordre. La confiance dans les systèmes de défense occidentaux est ébranlée. Cette attaque a des répercussions directes sur votre portefeuille. Elle impacte la stabilité mondiale. Ce n'est plus une guerre lointaine. C'est une guerre qui frappe à votre porte. L'avenir de la sécurité énergétique et de la stabilité géopolitique est en jeu. Quelle est, selon vous, l'unique mesure ou sanction qui aurait pu réellement changer la donne dans cette situation? Partagez vos idées dans les commentaires. Les versions s'entrechoquent. Officiellement, Moscou parle d'une opération préventive, ciblant des points stratégiques pour détruire la capacité de l'ennemi à mener une contre-offensive et protéger nos soldats au sol. L'état-major général des forces armées russes a clairement déclaré: l'opération continue. De nouvelles frappes seront portées contre toutes les cibles où l'on constate une accumulation d'équipements et d'armements. Pourtant, des rumeurs persistantes enflent. Le renseignement russe aurait rapporté des informations cruciales. Des opérations d'infiltration profonde auraient permis de connaître la planification exacte de la contre-offensive ennemie.
Certains murmurent que la rapidité de la modernisation de la FAB 3000 n'est pas le fruit du hasard, mais la preuve de capacités technologiques secrètes russes bien au-delà des attentes occidentales. Un expert américain sur CNN a même été cité disant: cette arme a changé les règles du jeu. Du côté du voisin occidental, le mutisme est presque total, entrecoupé d'appels désespérés à l'aide. Leurs leaders tentent de garder un ton confiant, mais leur visage cache la confusion. Les conseillers occidentaux, précipités pour évacuer, trahissent une désertion, une incapacité à faire face à une telle puissance. Ne s'agit-il pas là d'un aveu de faiblesse? Même les pilotes russes, comme le major Kulikov, vétéran passé par la Syrie, portent le lourd fardeau de la destruction. Mais ils savent que c'est pour une cause juste. C'est la ligne officielle. Quelle version choisissez-vous de croire? À qui faites-vous confiance pour obtenir des informations fiables sur le conflit dans cette région? Nommez un média ou un expert dans les commentaires. Le contexte de cette nuit macabre résonne avec des échos historiques. L'évocation des légendes soviétiques, comme la FAB 3000, fait penser à la puissance militaire d'antan de l'URSS. Cela suggère un retour en force de la Russie sur la scène mondiale. Le fait que des vétérans comme le major Kulikov aient passé par la Syrie légitime l'expérience des pilotes russes. Cela implique que leurs tactiques sont affinées, testées à travers des conflits récents. On peut même dresser un parallèle ironique avec la guerre du Golfe et les opérations américaines. Là où les images de chirurgie militaire dominaient, la Russie montre qu'elle aussi peut infliger des destructions massives, avec une précision terrifiante. Les milliers de tonnes de terre projetées, la destruction totale, l'enfer des bunkers transformés en fosses communes. Ces descriptions rappellent inévitablement les bombardements apocalyptiques de la Seconde Guerre mondiale. Et puis il y a cette allusion au marteau de Thor, renforçant l'image de puissance divine et irrésistible des bombes. Tout cela s'inscrit dans une course à l'armement qui prend des allures de guerre froide technologique. Ce type d'armement, bien que conventionnel dans sa nature de bombe gravitationnelle non guidée, est modernisé avec des kits de guidage, KAB, leur conférant une précision quasi chirurgicale pour un coût dérisoire comparé aux missiles. C'est la quintessence de l'ingéniosité russe. Adapter l'ancien au nouveau, maximiser l'efficacité à moindre coût. Les FAB 3000, avec une charge explosive d'environ 1200 kWh de RDX TNT, ont un rayon de destruction direct de plusieurs dizaines de mètres et un rayon d'effet de souffle et de fragmentation bien plus large, capable d'anéantir des infrastructures en béton armé et des systèmes souterrains. Leur masse gigantesque permet une pénétration profonde avant détonation, optimisant la destruction des cibles enterrées. La modernisation avec des systèmes de guidage par satellite ou inertiel transforme ces bombes brutes en munitions de précision, larguées à haute altitude hors de portée des défenses ennemies, planant sur de longues distances pour atteindre leurs cibles. Cette capacité à frapper avec une telle dévastation des cibles protégées, combinée à une production de masse, représente un défi sans précédent pour n'importe quelle armée moderne. On ne parle plus seulement de capacité destructive pure, mais de la capacité à saturer les défenses, à détruire des zones entières, à rendre intenable toute position fortifiée. Le simple fait que la Russie ait les capacités de produire et larguer de telles quantités de ces bombes est une démonstration de force industrielle et logistique qui a surpris de nombreux analystes occidentaux, habitués à se concentrer sur les armes high-tech ou les capacités de l'OTAN. L'utilisation à grande échelle des FAB 3000 et la menace imminente des FAB 5000 indiquent une stratégie de choc et effroi à bas coût, où la destruction physique visuelle s'ajoute à l'impact psychologique dévastateur sur les forces ennemies et leur commandement. L'effet de ces armes est tel qu'il force les troupes à se disperser sur des zones beaucoup plus importantes, rendant toute concentration de force, toute préparation d'offensive, extrêmement risquée. C'est une nouvelle doctrine de l'emploi des frappes aériennes, axée sur la destruction de masse pour briser la volonté de combattre et non seulement les capacités matérielles. Quel événement passé dans cette région ou dans le secteur militaire est, selon vous, le plus sous-estimé par les médias? Expliquez pourquoi. Qu'est-ce qui nous attend après cette nuit des géants de feu? L'état-major russe a été clair, l'opération continue. Cela sous-entend une poursuite implacable des frappes.
L'objectif est de détruire tout ce qui reste des capacités de contre-offensive du voisin occidental. Les forces terrestres russes continueront d'avancer, exploitant la démoralisation et le chaos. Le scénario catastrophe pour le voisin de l'Ouest pourrait se réaliser. Ses défenses s'effondrent. Sous le déluge des FAB 3000 et bientôt, peut-être, des FAB 5000. La capitale elle-même pourrait tomber rapidement, l'Occident restant impuissant. Un autre scénario est celui de l'escalade. Face à une telle dévastation, l'Occident pourrait être contraint d'envoyer encore plus de systèmes de défense aérienne. Serait-il suffisant ou risquerions-nous une confrontation directe, transformant un conflit régional en un conflit mondial inévitable? La Russie prouve que l'OTAN a des failles. La nouvelle normalité pourrait aussi s'installer. Les frappes aux FAB deviennent routine. Le voisin de l'Ouest est réduit à une défense constante, incapable de toute offensive majeure. Le conflit s'enlise dans une lassitude mortelle pour l'Occident. Un scénario inattendu et sinistre. Des poches entières de résistance du voisin de l'Ouest pourraient se rendre massivement, non plus face à l'avancée terrestre, mais face à l'impossibilité de survivre au bombardement. La menace posée par les FAB 3000 et l'anticipation de l'usage des FAB 5000 a des implications stratégiques profondes. La première est la remise en question de la suprématie aérienne perçue de l'Occident. Avec des systèmes de navigation et de ciblage avancés, les avions russes, même d'ancienne génération, peuvent délivrer ces bombes lourdes avec une précision suffisante pour détruire des cibles complexes sans s'exposer directement aux menaces. Cela réduit l'efficacité des défenses aériennes traditionnelles, qui ont été conçues pour intercepter des missiles de croisière ou des chasseurs. Les kits de guidage KAB, Korrektiruemiye Aviazioni Bombi, sont une technologie relativement simple mais révolutionnaire pour les bombes gravitationnelles. Ils transforment une bombe muette en une arme de précision. Pour la FAB 3000, cela signifie qu'elle peut être larguée à haute altitude, jusqu'à 12-15 km, loin de la portée de la plupart des MANPADS, systèmes portatifs de défense aérienne, et de nombreux systèmes de défense aérienne à courte et moyenne portée. Après largage, le kit KAB, souvent équipé d'ailes dépliables, permet à la bombe de planer sur des dizaines de kilomètres, parfois plus de 60 km, atteignant des cibles en profondeur derrière les lignes ennemies. Le guidage peut être inertiel, satellitaire, GLONASS, l'équivalent russe du GPS, ou même laser si une illumination de cible est disponible. Ces kits sont relativement peu coûteux à produire en comparaison des missiles de croisière ou des bombes guidées à propulsion, ce qui permet à la Russie de les produire en masse et de les utiliser à grande échelle. Cette capacité de frappe profonde, massive et précise, avec une arme produite en série pour un coût modéré, confère à la Russie un avantage asymétrique significatif. Elle peut saturer les défenses ennemies, détruire des infrastructures critiques et démoraliser les troupes à une échelle sans précédent, et ce, de manière économique. Une telle stratégie met sous pression l'industrie de défense occidentale qui produit des systèmes beaucoup plus coûteux et en quantité moindre. Le plafond de verre de l'escalade est brisé. L'utilisation généralisée de ces bombes lourdes peut être perçue comme un signe que la Russie est prête à utiliser des moyens de destruction considérables pour atteindre ses objectifs, signalant une escalade dans l'intensité des frappes. L'effet psychologique sur les troupes est énorme. Être exposé à des bombes qui rasent des bunkers et des tranchées sur des centaines de mètres laisse peu de place à l'espoir ou à la résistance. Cela force les troupes à abandonner les positions fortifiées, à se disperser et à devenir des cibles plus vulnérables pour l'artillerie et les forces terrestres. De plus, la destruction de dépôts de munitions, de carburant et de centres logistiques rend toute tentative de contre-offensive extrêmement difficile, voire impossible, paralysant de facto la capacité de l'adversaire à manœuvrer et à riposter. L'effet est bien plus qu'une simple somme de destruction, c'est une paralysie générale et un effondrement de la capacité opérationnelle. Ce n'est pas seulement l'équipement qui est anéanti, c'est la coordination, le commandement et surtout la volonté de combattre qui sont pulvérisées. Les implications pour les doctrines militaires futures sont également importantes, forçant à reconsidérer la résilience des infrastructures souterraines et la conception des protections pour les troupes et les équipements lourds.
Ce déploiement massif de puissance de feu montre une détermination russe à atteindre ses objectifs, quel qu'en soit le coût en termes de destruction matérielle, en utilisant des moyens qui étaient, jusqu'à présent, sous-estimés dans le répertoire moderne des conflits. C'est une leçon pour toutes les armées. La capacité de production à grande échelle d'armes simples, mais très destructrices, peut l'emporter sur des systèmes plus sophistiqués, mais produits en quantité limitée. Quand pensez-vous que les livraisons d'armes occidentales aux voisins occidentaux cesseront complètement? Donnez un mois et une année et expliquez pourquoi. Les conséquences sont gravissimes pour le voisin direct de la Russie. C'est la perte massive de matériel, de personnel. C'est l'incapacité à mener des opérations offensives majeures. C'est une vulnérabilité accrue aux frappes aériennes. Les conséquences politiques incluent une déstabilisation du gouvernement à Kiev, une perte de confiance de la population et un affaiblissement de la position de négociation. Pour l'Occident, c'est une pression accrue pour fournir des armes plus sophistiquées. C'est un risque de division interne, une légitimité des alliances remise en question. Sur le plan économique, la hausse des prix de l'énergie due à l'incertitude géopolitique pèse sur tous les ménages, tous les budgets. Sur le plan social, pour les populations du voisin, c'est le découragement général, l'exode, le traumatisme. Pour la Russie, cela renforce le sentiment nationaliste et patriote, acceptant les coûts humains de cette guerre. Qui sont les vainqueurs? Clairement, la Russie, militairement, moralement, stratégiquement, ainsi que son industrie de l'armement et son nationalisme. Qui sont les perdants? Le voisin de la Russie, avec ses forces armées, sa population, son gouvernement, son territoire. L'Occident perd dans sa crédibilité, ses investissements et sa capacité à influencer le conflit. Les règles du jeu international qui étaient basées sur une faiblesse russe perçue ont été brisées. Le monde entier retient désormais son souffle, attendant le prochain coup, car la Russie a affirmé avoir franchi un point de non-retour dans cette lutte pour sa survie. Dites-nous, où se situe, selon vous, la ligne rouge entre les actions du voisin occidental et la réponse de la Russie? Votre avis compte et une phrase suffira. En conclusion, la nuit des géants de feu n'est pas seulement un chapitre de ce conflit. C'est une déclaration. Devons-nous redouter l'escalade ou nous préparer à une nouvelle ère de conflit où la puissance aérienne russe domine ce qui était un champ de bataille conventionnel? Les analyses post-frappe montrent que les cibles étaient sélectionnées avec une intelligence opérationnelle remarquable. Cela suggère un travail de renseignement approfondi. Combinant des sources humaines, des interceptions de communication et l'analyse d'images satellites et de drones. L'efficacité des frappes n'est pas seulement due à la puissance des bombes, mais à la pertinence du ciblage. Des centres de commandement et de contrôle souterrains, des dépôts logistiques clés et des points de rassemblement de troupes ont été frappés simultanément, créant un effet de sidération et de désorganisation maximale. La Russie semble avoir tiré les leçons des précédentes phases du conflit, en mettant l'accent sur la destruction des capacités profondes de l'adversaire, plutôt que sur de simples gains territoriaux immédiats. Cette stratégie vise à épuiser l'ennemi en amont de toute offensive terrestre majeure, minimisant ainsi les pertes russes. La nuit des géants de feu est un rappel brutal que la guerre moderne ne se limite pas à la technologie de pointe, mais à la capacité de l'industrialiser et de l'employer à grande échelle. C'est un avertissement à toutes les puissances militaires sur la résilience des capacités de production et la capacité à adapter l'armement existant aux exigences d'un conflit de haute intensité. La réponse de l'Occident sera cruciale. Accéléreront-ils les livraisons de systèmes de défense aérienne toujours plus performants ou y aura-t-il une réévaluation de la stratégie globale face à cette nouvelle menace? La dynamique du conflit a irrémédiablement changé. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune analyse approfondie des événements qui redéfinissent notre monde. Activez la cloche, partagez cette vidéo et discutons-en dans les commentaires.